Donc voilà, il faut quand même savoir se réinvestir, savoir réinvestir d'abord sa propre hiérarchie en tant qu'être humain, se réétager. Le corps doit obéir à l'âme qui doit obéir à l'esprit. Connaître son ethnie, c'est quand même pas si négligeable que ça. Moi, quand je vois Bernard Lugan qui disait, c'est intéressant, il disait que quand il faisait des conférences dans sa fac, il faisait la différence entre ses étudiants noirs et ses étudiants blancs, parce que quand il demandait est-ce que vous connaissez les prénoms de vos arrière-grands-parents, il n'y a que les noirs qui levaient le doigt. Okay, ça, moi je trouve ça intéressant. Mais c'est pareil, moi quand je m'adresse à des blancs, je leur demande à des blancs, quelle est ton ethnie? Très peu savent répondre. On n'y pense pas. On a une ethnie. On a une ethnie. Et la plupart d'entre nous sont celtes, mais on peut être tout à fait ligure. Je veux dire, c'est pas ça qui va constituer le moteur de votre vie. Hein, il ne faut pas être évidemment racialiste obsédé, puisque les valeurs spirituelles sont supérieures aux valeurs raciales. Ça, c'est évident. Mais il faut quand même savoir qui on est, d'où on vient et de quoi on parle. C'est quand même très important, ça. Voilà. Et donc vous, moi j'aimerais bien, nous on investit à Marseille les endroits où est arrivée Sainte-Marie-Madeleine. Si vous venez, je me ferai un plaisir de vous montrer le moindre détail. Je vous montrerai l'endroit où elle s'est retirée pour prier dans la grotte. Moi j'aimerais bien que vous, Rennais, voyez, vous me montriez le tombeau de Saint-Luc, qui d'après la tradition serait venu mourir ici. J'aimerais que vous, Bretons, vous sachiez me montrer l'endroit précis où se trouve, si vous voulez, la tombe de Joseph d'Arimathie, qui d'après la tradition est arrivé avec Marie-Madeleine à Marseille, aurait traversé la France, hein, il serait arrêté à Paray-le-Monial, à Avallon, en Bourgogne, et à Vézelay, avant de finir sa course sur l'île d'Avallon, justement, où il a laissé le Graal. J'aimerais que chacun réinvestisse la mythologie de sa propre région et de sa propre ethnie, là où il vit, et qu'il fasse le détective métaphysique, si vous voulez, en permanence, aller là où ça sent bon, quoi, dans sa région. Ce qui fait que l'homme africain regarde d'abord ses racines. Il ne regarde pas tellement devant lui. D'abord, demain ne lui appartient pas. Demain appartient à Dieu. Tandis que derrière, cela appartient au groupe, car l'on sait d'où on vient. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, quand je faisais mes études à Toulouse il y a bien longtemps, on m'avait expliqué que les taux d'intérêt, ça servait à me compenser contre l'incertitude du futur. Bon, c'était une bonne explication, bon, très bien. Mais si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que philosophiquement, le futur est plus certain que le présent. Ce qui est une imbécilité totale. Le futur ne peut pas être plus certain. Donc ça fait 10 ans qu'on est géré en fonction d'une imbécilité totale et qu'on attend des résultats positifs. Mais c'est vrai, la définition de la folie d'Einstein, c'est qu'on fait la même chose en attendant un résultat différent à chaque fois. Mais c'est pas possible, quoi. On est dans un monde, mais j'ai l'impression, entre vous et moi, là, qu'on est en train de rentrer dans un monde qui devient fou. Mais il l'est déjà, ouais. Et que les économistes modernes, les économistes de salon, là, ceux des universités, je pense qu'ils ne comprennent pas. Et ils pensent tous, je le sais parce que ça fait des années que je me bats contre eux, que le monde de l'économie est symétrique. Que -1, c'est la même chose que +1. Mais c'est complètement idiot, quoi. Le monde de l'économie n'est pas symétrique. Il ne peut pas être symétrique. Il est asymétrique. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a deux nations qui sont devenues folles au XXe siècle. C'était l'Allemagne et la Russie. Et j'ai l'impression que notre monde occidental est en train de devenir raide cinglé. Dans tout un tas de domaines, sociétal, économique. Et on est en train de m'expliquer que, dans le fond, quand on a été chassé du paradis terrestre, Dieu nous a dit, écoute, tu bouffes ton blé en herbe, comme ça l'année prochaine, t'en auras plus. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, quoi, dans la réalité. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'entrer dans une période un peu bizarre. Mais je suis content que vous en soyez sortis, d'ailleurs, parce que ça peut rendre fou, hein. Ce qui fait que l'homme africain regarde d'abord ses racines. Il ne regarde pas tellement devant lui. D'abord, demain ne lui appartient pas. Demain appartient à Dieu. Tandis que derrière, cela appartient au groupe, car l'on sait d'où on vient. Alors, je disais toujours, du temps où je faisais ce métier de professeur d'université, qui est un métier insupportable,
Je disais toujours à mes étudiants, au cours de première année, j'avais 150 étudiants en histoire, donc 148 futurs chômeurs. Donc je disais toujours à mes étudiants, écoutez, la grande différence entre l'homme africain et vous, c'est la suivante. Je vais faire un test, et vous allez tout de suite comprendre. Dans cet amphi, vous êtes 150, qui est capable de me citer les prénoms de ses arrière-grands-parents? Oui, pas beaucoup. J'espère qu'à l'AF, on est capable de le faire, que la proportion sera un peu plus importante que dans les milieux normaux. Eh bien, je dis voilà, une seule différence. 3-4 Africains, levez-vous, allez-y. Et eux étaient capables de citer les générations. Tout simplement parce que nous avons une approche totalement différente. Alors attention, c'est pour ça que la démocratie est la perversion de l'esprit, la perversion de tout ce qui est le sentiment humain profond. Parce que nous n'avons pas toujours été des citoyens isolés, hommes-robots consommateurs, face à l'État tout-puissant, ayant pour seule liberté d'aller mettre un bout de papier dans une boîte carrée, après avoir été décérébré par une boîte à images pendant quelques mois. Non, c'est pas ça. Nous avions des sociétés qui étaient des sociétés enracinées. Nous avions des sociétés qui étaient des sociétés avec les corps intermédiaires, avec les solidarités, etc. Elles ont été cassées. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents? À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. C'est toujours, on en revient toujours à la même question. L'universalisme contre l'enracinement, le cosmopolitisme contre l'enracinement. Et les Africains ne sont pas des gens déracinés. Il y a encore des sociétés africaines. Le paganisme, c'est avant tout le mythe et la légende. Je sais pas ce que t'en penses. Et les ancêtres. Alors le culte des ancêtres, oui, c'est comme dans le shintoïsme japonais, qu'on pourrait d'ailleurs comparer également avec une forme de paganisme indien d'Amérique. C'est le culte des ancêtres. C'est vraiment, ce sont des religions enracinées. En gros, tu vis et tu agis pour eux. Moi, on est des décadents à côté. Tu vis et tu agis sous le regard de tes ancêtres. Et sans nous. Donc, et ils te renforcent. Tu es comme une figure de proue, et derrière toi, il y a une longue histoire. Donc, tu es renforcé par cette présence qui est toujours là, coude à coude avec toi. C'est comme des guerriers invisibles, on pourrait dire, tu vois, les ancêtres. La force du sang, transmise par le sang. Donc, le sang a quand même son importance, finalement, dans les religions païennes, puisqu'elles sont enracinées. C'est pas parce que tu es, par le sang, héritier du vieux paganisme, que tu es en accord avec cette tradition-là. Oui, bien sûr. Non, mais ça se complète. C'est la descendance au début clanique, ensuite elle est liée au terroir, à la terre. La terre ment pas, comme disait quelqu'un. Lié à la terre, tu es l'enfant de cette terre, là où tu as les pieds. Et c'est celle-là qu'il faut défendre. Elle a une homogénéité. C'est pour ça que je suis contre l'immigration, telle qu'elle se produit aujourd'hui. Parce que cette terre-là, telle qu'on l'a connue
avec sa permanence, elle est en train de basculer, de changer, de prendre différentes formes, et tu reconnais que tout est brouillé aujourd'hui, tout est brouillé. Non, mais l'immigration n'est pas un bien ni pour nous ni pour eux, de toute façon. Hein. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais en plus, on est dans ce que Nietzsche appelait la société des rampants, tu vois. C'est pas ces mecs-là qui vont se mettre debout, quoi. Je te parle des rampants, même français de souche. Il y a des rampants, ils sont partout. Ah oui, surtout, je dirais. Alors que bon, encore pour des gens qui ont gardé une philosophie, disons traditionnelle, peu importe la race, il y a toujours des moyens de discuter. Comment dire? En même temps, le paganisme, c'est une vraie diversité à cause de la multiplicité des dieux. Hein. C'est le contraire de la fausse unité immonde du mondialisme, hein. Mondialisme marchand, économique, technique. L'uniformité grise. Alors l'écologie, bien sûr, ça veut dire enraciner dans une vraie vision européenne, hein, évidemment, que ce sont les racines les plus anciennes de l'Europe. Et pour les païens, la nature est sacrée, très important. C'est pas l'homme qui est supérieur, il est lié aux forces de la nature. Elles sont ses aides, elles l'escortent, elles le renforcent, elles l'apaisent. Donc c'est une vision écologique qui est très forte, la préservation du terroir et de l'espace naturel. Aussi des McDo et des tours de béton pour l'économie mondiale, tu vois, la place. Ouais, le païen fait partie du monde, il n'est pas au-dessus du monde. C'est ça, en fait, qui est aussi déterminant. Et il y avait dans les castes, dans les clans païens, on va dire, qui étaient pas dégénérés. Chacun avait sa place. Personne n'a sa place aujourd'hui, hein. Dans ces clans-là, on est tous interchangeables actuellement. C'est ça aussi la chose actuellement, on est tous interchangeables. Complètement. Alors qu'à l'époque, chacun avait sa place en fonction de ce qu'il était, de ses compétences. Et la résistance, c'est aussi d'abord intérieurement, hein, la préservation de son intégrité, ça c'est important. Et puis je citerai une très belle phrase que j'aime bien de Paolo Lescaut, parlant de cette résistance. Il dit: ces belles meutes de l'ombre, de l'immémoire, sans mémoire, quoi, et de la faim, non, l'immémoire, c'est-à-dire la grande mémoire, pardon, et de la faim, ces grandes compagnies engagées dans la suprême maîtrise du combat clandestin. Et ça, c'est une vision qui est une vision à venir, comme le recours aux forêts dont parle Junger, hein, qui n'est pas seulement métaphorique. Hein. C'est ainsi que l'ont voulu les grands prêtres de la mondialisation, les fossoyeurs des nations. Pour eux, tout commence aujourd'hui. Il n'y avait rien avant. L'idée même de relever la tête ne nous vient même pas à l'esprit. Lobotomisation. Oui. C'est pire que le mec paumé dans un asile psychiatrique, j'y crois pas. L'idée même de s'opposer à la pensée dominante, à la trahison des gouvernants, à la toute-puissante économie de marché, elle donne le vertige aux plus lucides, elle leur fait peur. Et on assiste progressivement et de manière accélérée à la disparition de l'homme libre. À moins de le reposer le credo de l'homme libre. Oui, pour ça, il faut se réveiller. Son esprit de résistance, son ancienne mémoire, qui ne s'est jamais perdue depuis les religions ancestrales européennes jusqu'à la civilisation chrétienne. Personnellement, ce credo me soutient comme un alcool fort. Mais avant d'en venir à l'esprit de résistance et à la guerre civile, qu'on nous promet, que nous promet la géopolitique, et tout est en place, à commencer par l'effondrement des économies, par les conflits intercivilisationnels sur le propre territoire lui-même. Je voudrais dire que mon credo, moi, je crois au catholicisme de mon enfance, à cette France que j'ai connue, celui du scoutisme, où les prêtres portaient des soutanes sans qu'on les traite d'intégristes, c'était comme ça à l'époque, à la Vierge, qui a guéri ma mère à Lourdes, oui, et en même temps au peuple de l'ancienne Gaule, bien avant que la France soit fondée, qui sont les peuples de nos patries charnelles, les terroirs, là où on veut que viennent voter des étrangers, qui ne connaissent rien, l'histoire des terroirs, qui peuvent influencer des décisions d'un conseil municipal, d'un maire. Alors déjà dans les terroirs, on appelait évidemment de tradition locale, qu'on appelait folklore il n'y a pas très longtemps,
tout ce qui appartient à l'âme profonde du terroir, qui faisait sa différence. Hein. Christianisme et ce vieux paganisme des religions ancestrales, ce sont deux courants identitaires que je considère comme deux épées croisées. Notre histoire, hein, même liée à la pollution, à la confusion par une bande de traîtres, elle ne disparaît pas avec le déclin de la civilisation européenne. Elle est comme ces volcans qu'on croit éteints et dont le feu couve sous la cendre. Parce qu'effectivement, il faut revenir à nos racines, mais nos racines, ce n'est pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une greffe qui a été mise au forceps en décapitant le roi et en installant la terreur, en faisant le génocide vendéen et en déclarant la guerre à toute l'Europe et en massacrant l'Europe. C'est le manque d'aristocratie. C'est-à-dire le manque d'échantillons dans une population pour pouvoir servir d'exemple à autrui. Donner l'exemple du sacrifice, donner l'exemple... Alors, bien sûr, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui a remplacé l'aristocratie? Bon, je ne vais pas le dire, hein, demander au Conseil général, c'est la maçonnerie, évidemment. C'est ce qu'on appelle la religion de la République. Au XIXe siècle, il y a eu, la politique a commencé à se mêler beaucoup, surtout vers la fin du XIXe siècle, la politique s'est beaucoup mêlée de la maçonnerie. En France, on avait le Grand Orient et la montée du Grand Orient, mais on l'a vu aussi chez les Anglais, où ils ont développé leur Grande Loge d'Angleterre, qui a été la référence mondiale, mais référence mondiale, ça voulait dire instrument de colonisation. La Grande Loge d'Angleterre a été le moyen pour eux de contrôler tous les territoires du Commonwealth, puisque les élites des pays du Commonwealth venaient en loge, parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver des élites et qu'il y avait un échange ouvert, mais ça permettait aussi aux Anglais de contrôler en voyant qui était, ce qu'il fallait penser, comment ils étaient. On a fait la même chose avec l'Afrique. Mais bien sûr, on l'a fait après coup, nous ça a été après, mais on a fait la même chose en Afrique. En Afrique, la franc-maçonnerie implantée par les Français a joué exactement le même rôle que les Anglais dans la zone du Commonwealth et les zones anglophones. Mais vous voyez, autrefois on travaillait à long terme, maintenant on travaille à court terme. On est dans une société où on pense que tout va arriver tout de suite. Et non. Et vous savez très bien que les francs-maçons savaient qu'ils avaient le temps. La franc-maçonnerie, elle date d'il y a quelques siècles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'elle visait. Et donc les francs-maçons d'il y a quelques siècles savaient que ça prendrait le temps, mais ils travaillaient à long terme. Eh bien nous, comme eux, mais dans le bien, travaillons à long terme aussi, vous voyez. Sachons rétablir, même entre nous, de véritables réseaux avec des autorités. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Voici une image extrêmement symbolique et explicite quant à la profonde nature de la franc-maçonnerie et de la Révolution dite française. Cette représentation datant du début du XXe siècle, création du Grand Orient de France, est intitulée « L'homme nouveau, né de la Révolution française ». Nous y voyons un homme se tenant debout sous la devise du Grand Orient, liberté, égalité, fraternité, devenue, in fine, devise de la République. L'homme est évidemment un maçon, un franc-maçon, avec pour seul vêtement un tablier maçonnique couvrant l'innommable culte phallique. Il porte à la main une truelle ayant aidé à façonner la colonne sur laquelle il s'appuie. Nous pouvons voir que sur cette colonne tronquée sont inscrits les nouvelles tables de loi, c'est-à-dire celles des droits de l'homme, remplaçant ainsi les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. S'appuyant sur cette déclaration des droits de l'homme, fondation de l'État laïque, le nouvel homme libéré et illuminé écrase sous son pied un prêtre gisant au sol avec la Sainte Bible sous la main. Nous voyons également, éparpillés au sol, tiares papales et mitres des évêques, mais aussi les couronnes des monarques chrétiens.
symboliquement poignardé par l'homme nouveau luciférien, adepte du non serviam. Parce que si vous voulez admirer la monarchie, je fais du Platon là, il faut d'abord avoir un roi en soi. C'est-à-dire vous ne pourrez reconnaître un roi et voir si c'est vraiment un roi que si en vous-même, je ne vais pas vous faire le signe de la croix quand même, mais enfin vous avez un soleil. Vous savez que dans le signe de la croix, bon je sais pas, enfin bon, vous commencez par le front et vous terminez par le plexus solaire. Enfin bon je sais pas, je veux dire quelque chose qui est tout à fait, je ne vais pas le faire devant vous quand même. Bon, si vous ne le faites pas, que vous voyez le roi comme une opinion, si vous voyez simplement comme un parti politique pour écraser d'autres partis politiques, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire cette opposition entre le monarque constitutionnel que nous avons, la reine d'Angleterre si vous voulez, et le roi des Belges par exemple, voyez-vous, et la notion de roi. Le vrai roi, voyez-vous, nous l'avons eu, voyez-vous, nous n'avons plus que des fantômes, parce que justement, les gens qui nous gouvernent sont à l'image de la pauvreté que nous avons, est-ce que vous voyez? Et si nous n'avons pas, au contraire, un enrichissement de l'homme, voyez-vous, à ce moment-là, évidemment, on ne pourra pas du tout, si on n'a pas l'enrichissement de l'homme en soi, voyez-vous, on ne pourra pas, disons, espérer quelque régime que ce soit. Ça, c'est l'idée de Platon, voyez-vous, c'est une idée qui est vraie, une idée qui n'est pas enseignée, une idée qu'il faut réfléchir. Bonjour à tous. L'heure est grave. La France est face à son destin. Comme souvent dans pareil cas, je crois qu'il faut faire abstraction de l'émotion et prendre beaucoup de recul et faire preuve de sagesse. Qui de mieux donc qu'un sage africain qui en plus est un observateur assez neutre, puisque extérieur à l'Europe, qui de mieux donc pour juger et nous aider à faire le bon choix dans cette situation vraiment décisive pour la France. On l'écoute tout de suite. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes, voyez-vous, beaucoup de signes, pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Je suis d'accord avec cet homme, avec ce sage. En effet, on assiste vraiment à un changement de culture, un changement de civilisation, et ça va même jusqu'à un changement de génétique, un changement de population. Au bout d'un moment donné, il faut dire stop. Faire le choix de bon sens, le choix du sage, comme nous l'a dit cet Africain. Nous devons préserver notre civilisation. Si autant de gens viennent ici, c'est parce qu'ils aiment à la base notre civilisation, donc nous devons la protéger et surtout ne pas avoir peur du danger fasciste, pardon. J'essaye de faire vite. Hein. Donc voilà, moi j'invite tous ceux qui ont voté Mélenchon à voter Marine pour faire barrage au mondialisme, pour faire barrage à la finance. Il faut faire barrage à Macron. Là, c'est pareil, on déplace des populations par millions de personnes, et on dit aux autres, poussez-vous, il y a de la place pour tout le monde, et c'est l'accueil, c'est ça la manière d'accueillir. Mais eux, ceux qui font ça, ils ne le font pas chez eux. Donc il s'agit de le comprendre et de voir qui accueille et qui n'accueille pas. Hein? Et puis tout de même, au bout d'un moment donné, il faut arrêter de se détester. Là, je parle aux Français de souche. La plupart ne s'aiment pas, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Il fallait que je fasse cette intervention, ne serait-ce que pour l'honneur de mes ancêtres, ne serait-ce que pour la vérité, la droiture. C'est que
tu commences à nager, tu vas pas t'arrêter de nager au milieu du fleuve. Les Vikings étaient courageux pour cette raison-là. Ils savaient que s'ils abandonnaient le truc, c'était fini. Ils mourraient sans honneur, sans descendre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Les valeurs ne sont pas les mêmes. Ce que je veux dire, des Hyperboréens et des Ariens, ils étaient connus parce que pour eux, l'honneur revêtait une importance primordiale. Voilà, parce que l'honneur, c'est le don de soi. Avant tout, c'est le don de soi et le respect des choses reçues. C'est pour ça on s'est mépris beaucoup sur l'idée que les Ariens, les nazis et tout ça, c'est complètement stupide. En fait, c'est une fabrication de l'histoire. On refait l'histoire tranquillement. Il suffit de voir le cinéma, d'ailleurs, vous s'apercevoir qu'on refait l'histoire au fur et à mesure, comme on repeint les locaux. C'est-à-dire qu'un Arien pouvait... On change les meubles de place et on dit « Ah ben non, c'était comme ça depuis très longtemps. » C'est vraiment pas lié à l'ethnie, quoi. Non, c'est absolument rien. De souches différentes. Alors, je vais dire une chose qui va gêner beaucoup tes auditeurs, mais la vérité est profonde là-dedans. Dans l'ancienne époque, il n'y avait aucun conflit de cet ordre, parce que les gens respectaient l'espèce humaine, parce qu'elle était rare. Maintenant, c'est surpeuplé, on peut... vos hégémonies sont voisins, sa voisine, lui couper le cou pour s'en débarrasser, il n'y a presque rien qui arrive en réalité. Là, c'est pareil, on déplace des populations par millions de personnes, et on dit aux autres, poussez-vous, il y a de la place pour tout le monde, et c'est l'accueil, c'est ça la manière d'accueillir. Mais eux, ceux qui font ça, ils ne le font pas chez eux. Il s'agit de le comprendre et de voir qui accueille et qui n'accueille pas. Hein, voilà. Alors, une dernière question. Alors, il y a des gens, par exemple, on déplace 1,5 million d'Éthiopiens qu'on laisse crever dans le désert. Il faut savoir pourquoi, qui, comment. Ça, c'est intéressant, moi, me semble-t-il. Oui, c'est clair, hein, je te suis là-dessus. Les échanges. Il faut dire qu'à ces époques-là, ce n'était pas la technologie dominante, c'est-à-dire le paraître, le consumérisme, c'était vraiment autre chose. Ils se disaient, mais comment toi tu as pu faire ça dans ces conditions? Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que je vais adapter les choses? On voit que ça s'est produit comme ça. C'était plus une philosophie Les Grecs n'ont strictement rien apporté à l'Égypte, ils ont tout pris à l'Égypte. Et c'est eux dont on dit, c'est le siècle de Périclès, c'est la période de l'invention, le génie des Grecs. J'ai vraiment la sensation qu'avant on était dans une philosophie de l'être, de la joie de vivre, du bonheur, quelque chose centré sur l'homme en fait. Exactement. Où le but c'est que l'homme, la famille, le métier. Ça c'était chez les Gaulois, mais c'était pareil partout. Et j'ai l'impression, moi aussi, quand tu parles de la Grèce, qu'il y a commencé à avoir un basculement à partir de la Grèce vers le matérialisme, qui s'est accentué avec l'Empire romain. Oui, puisque et qui a ensuite Grecs même dégénéré avec Rome, puisque les Romains ont commencé eux carrément à taper. Il faut dire que les Grecs se fichaient des Romains, ils les trouvaient petits et balourds, et ils les appelaient Romains parce que grec ça veut dire, en grec, Romain ça veut dire brutaux, stupide, lourd, épais, enfin tout ce qui donne ambition. Non mais c'est vrai, ce sont les Grecs qui sont installés en Italie du Sud, avec Saturne d'ailleurs, qui est devenu le dieu de l'agriculture, etc. Puisque les Grecs ont fourni aux Romains l'essentiel de leur mythologie. Voilà. Qu'on n'aille pas dire qu'ils ont dû adapter. Si on connaissait l'histoire, les historiens, les vrais, ceux de l'époque, ils disent ce sont les Gaulois qui ont instruit les Grecs. Les Gaulois étaient déjà avec les Égyptiens, ils se connaissaient, et ce qui excitait leur rigolade, réciproquement ils rigolaient beaucoup, les Gaulois, les druides, parce qu'ils arrivaient avec des tignasses qui allaient jusqu'au creux-poplité des genoux, c'est-à-dire 80 cm de cheveux. Les Grecs arrivaient comme ça? Non, les druides. Ils rigolaient des druides. Les Égyptiens étaient rasés, tous les fanères, c'est-à-dire les ongles, les poils, les cheveux, tout cela avait disparu. Ça les obligeait à rester quand même dans les temples à l'humidité, sinon ils étaient cuits à l'extérieur. Mais le fait de se débarrasser de tout ça, ça les rendait plus purs organiquement. Alors que la technologie, si je puis dire, spirituelle des druides, c'est les poils qui captent les ondes. Parce que c'est ce que j'allais rebondir. J'avais entendu dire... que les Indiens d'Amérique laissaient leurs cheveux pousser pour avoir des intuitions. Exactement. Et qu'à la guerre du Vietnam, on avait recruté des soldats indiens pour cette fonction, d'essayer d'utiliser l'intuition, de deviner ce qui se produisait. Et comme on leur avait fait la coupe militaire, il paraît qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et quand on leur a... C'est ce que faisaient les Amérindiens du Nord. Ils scalpaient les Blancs justement pour qu'ils évitent de comprendre leurs secrets. Carrément. C'est pareil, partout pareil. La différence, donc, c'est que le principe n'est pas le même. Voilà. La différence, c'est que les Égyptiens, comme ils avaient reçu une tradition et qu'ils la maintenaient, ils n'avaient pas besoin d'aller au-delà parce qu'elle était complète et elle était pure. C'est le pays, avec la Chine, dont les deux traditions sont restées les plus pures. Tout ça parce que c'était enfermé dans les temples et qu'on ne rentrait pas dans les temples avant d'y avoir été invité. C'est pour ça que Pythagore disait aux nouveaux,
néophyte, les petites plantes neuves, pendant 5 ans, tu ne parleras pas, tu ne feras qu'écouter parce que la nature ne t'a donné qu'une langue et 2 oreilles. 2 oreilles, c'est ce que m'avait dit textuellement mon grand-père. Toujours d'abord beaucoup écouter Voilà, avant d'ouvrir. Regardez, observez. Et d'ailleurs, tous les textes qui ont été transposés d'origine verbale, par exemple, je pense aux triades. Les triades, c'est un... Triade 7 ? Oui, c'est le même héritage, c'est vraiment très très puissant dans tous les domaines. Voilà, il y a des phrases qui me sont restées, ils disent « Dieu te donne une graine, à toi de la planter et de la faire grandir ». Dans les écrits traditionnels, quand on donne une grande dimension à quelque chose, c'est-à-dire c'est très précieux, c'est très important. Ainsi, lorsqu'on dit Hermès Trismégis, ça ne veut pas dire il est 3 fois quelque chose, c'est-à-dire il est le plus ingénieux, le plus important des dieux, etc. Et il est représenté par une boule, c'est un truc qui n'a pas de forme et qui les a toutes, avec des ailes, c'est la pensée. Voilà, parce que le crâne ressemble plutôt à une boule qu'à un bâton. Voilà. Mais dès que la pensée se met en marche, c'est un bâton, et Moïse a un bâton qui est à la fois masculin ou féminin, c'est un serpent, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on a à disposition dans les traditions, qu'elles soient écrites, qu'elles soient dansées, qu'elles soient picturales, sculpturales, etc., toutes ces choses sont une modalité. Il faut bien comprendre que quand on dit old et alt, dans les altitude ou ancienneté, pour eux c'est pareil. Ça veut dire la chose la plus ancienne, c'est le mieux. Donc on est à l'inverse de ce qu'on devrait faire de nos jours. Quand il est dit dans les écrits anciens, respecte tes parents, ça veut dire que eux ils le savent mieux et plus que toi, et tu dois attendre que la vie les prenne naturellement plutôt que par ton mépris les enfermer dans leur silence. Et ça, presque textuellement, ça existe en Égypte, c'est-à-dire il est du devoir de celui qui veut s'instruire d'aimer ses parents pour les aider à cette mission qui est le lait de l'intelligence. On voit quand même que c'est ahurissant de précision, c'est complet, c'est dit de manière poétique, à tel point qu'un enfant qui entend cela et qui prend conscience de cela, il se dit, en effet, le lait de mon intelligence, c'est la parole de mes ancêtres. C'est pourquoi, chez les Dogons, ils reproduisent scrupuleusement tout ce qu'ils ont appris, quelquefois avec des difficultés, puisque la durée de vie moyenne dans le peuple Dogon, ça n'excède pas les 52-53 ans. Donc on voit quand même qu'ils se débrouillent pour se transmettre ces choses-là. De la même manière que je me débrouille pour la transmettre, cette chose générale, à tout le monde. Petite dernière question. Je rappelle que le mot révélation en grec se dit apokalypsos, c'est-à-dire on met à la lumière les choses cachées. Exactement. Donc, je crois que... Deux choses à observer en permanence, c'est-à-dire on doit s'orienter, on doit se rectifier. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail? Qu'est-ce qui se passe et qui est utile à tout le monde et qu'on n'a même pas besoin de faire? On représente un exemple. Exactement, on devient exemplaire. On ne passe pas son temps à essayer de faire passer des pensées, des idées, des notions, des machins, ni des pulsions. On est là et on est exemplaire. Imaginez-vous que la philosophie hermétique, à l'origine, elle avait pour but de faire que les parents soient exemplaires, et auquel cas, on n'a même pas besoin de l'éducation nationale, de l'instruction publique, ni quoi que ce soit, ça se fait de soi-même. Pour quelle raison? C'est que les enfants, au contact de cette exemplarité, moi je l'ai vécu avec mon grand-père, ça devient un modèle unique, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on va comparer n'ont pas la qualité de ceci, de cela, etc. Et spontanément, l'enfant qui a vu cela, il va rechercher tout le temps, partout, le modèle exquis. Même le christianisme échoue à cela, puisque normalement le modèle exquis, ce devrait être l'exemple donné par Jésus, dit Emmanuel, dit le Christ, enfin, etc., etc. Nous sommes d'accord avec cela? Pas d'opposition, on ne me lance pas de briques sur la figure, ça va. Donc simplement, l'exemplarité a disparu du tissu social, entièrement. Enfin si, vous avez des exemples à ne pas suivre en grande quantité. Salut Barbare, voilà, je voulais te parler un petit peu de moi aujourd'hui. Je voulais te parler de toi aussi. Bref, je voulais parler de nous. Ouais, en fait, j'ai reçu une vidéo d'un jeune barbare qui a relevé le défi viking. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il revendique
un héritage celto-nordique, malgré qu'il n'ait pas la gueule de l'emploi, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et moi ça m'a touché parce qu'en fait, je me suis reconnu dans ce jeune-là, sauf que moi j'ai fait un petit peu le chemin inverse. Je t'explique. L'identification, c'est super important, surtout quand tu es un jeune de 15-16 ans. Et moi aujourd'hui, tu sais que ce qui me tient à cœur, c'est de faire la promotion des ancêtres, des Vikings, des Celtes, bref, des barbares, tous ces païens qui véhiculaient un état d'esprit, je dirais, vraiment noble, beau, qui mettent en avant l'honneur, la vertu, la droiture, la vérité. Et tout ça, je trouve ça beau et j'en fais la promotion de cette culture. Et effectivement, si les jeunes s'identifient à ça, bah, moi je trouve ça super. Et parce qu'un jeune aussi, il a besoin de s'identifier plus que quiconque, mais on en a tous besoin. Et surtout un jeune de 15-16 ans, qui est un peu sportif, comme moi je l'étais à l'époque, et comme l'est ce jeune barbare, il a besoin de s'identifier à quelque chose de viril, à quelqu'un, à une culture qui est virile, en tout cas qui le paraît. Et moi en fait, à l'époque, je m'étais identifié, moi, à son âge, au rappeur, au hip-hop. Alors que pourtant, j'ai pas du tout la gueule de l'emploi, tu vois. Mais c'est pas un frein. Tu vois, tu t'identifies aux choses par rapport aux valeurs qui sont véhiculées. Moi, ce que je recherchais, c'était la virilité. Or, il se trouve que, n'étant pas un grand spécialiste de musique, n'ayant pas le temps de rechercher par moi-même, eh bien, par défaut, tu prends ce que les mainstream, c'est-à-dire les médias principaux, tu prends ce qu'ils te donnent. Eh bien, moi, ils donnaient déjà plus que ça. À cette époque, fin années 90, le hard rock, le métal, c'était déjà en train de vachement baisser. Je me rappelle quand même de quelques groupes, par exemple Rage Against the Machine, ça c'était top. Mais ils étaient un peu tout seuls, tu vois, c'était la fin. Et puis, bah, en plus, ils proposaient quelque chose de subversif. Ils avaient un message vachement intéressant par rapport au système. Mais malheureusement, je crois que c'est aussi un peu pour ça qu'ils se sont fait attraper, tous ces métalleux. Et donc, bref, il n'y avait plus de métal, il n'y avait plus rien. Et pour un novice en musique comme moi, on va dire, pas un grand passionné, bah, il n'y avait plus que le hip-hop, quoi. Donc, je me suis identifié à ça. Et je dois dire que ça ne m'a pas fait que du bien. Non, ça m'a fait faire même beaucoup de conneries. Je le dis clairement, ça m'a vachement influencé. Et ouais, parce que quand tu es un jeune ado comme ça, un jeune adulte, eh ben, tu es influençable. Et donc, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'il y ait des gens qui puissent faire le chemin inverse et s'identifier à des gens qui représentent également la virilité, mais qui représentent également des bonnes valeurs, des valeurs morales. Et donc, ce jeune black revendique une identification des racines, on va dire, en tout cas dans l'état d'esprit, il se sent plus proche des Celtes, des Vikings, des Nordiques. Et bien ça, c'est très bien, et c'est super. Ça prouve bien que la séparation entre les hommes, notamment, elle ne se fait pas au niveau de la couleur, elle se fait au niveau de l'état d'esprit. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bien sûr, je trouve dommage qu'aujourd'hui, le seul rap qui soit mis en avant, parce que je ne mets pas tous les rappeurs dans le même lot, mais dans les mainstream, quand tu es quelqu'un comme moi qui n'a pas le temps, la grande majorité du rap qui est mis en avant, c'est un rap qui est moralement abject. On ne fait que valoriser le fric facile, la vente de drogue, la prise même de drogue, le sexe pour le sexe, le vol, le crime. Bref, que des mauvaises valeurs. Et ça, c'est forcément super dommage. Et si notre jeunesse a des problèmes, si le monde va mal, je pense que c'est en grande partie pour ce genre de choses-là.
Moi, je m'étais identifié à ces rappeurs-là. Ça m'a fait faire beaucoup de conneries. Mais encore aujourd'hui, la majorité des mecs blancs, par défaut, dès qu'ils soient un petit peu, entre guillemets, virils, ils vont s'identifier à ces gens-là et eux aussi, ils vont faire des conneries. Et donc, moi, j'ai envie de dire, arrêtons. Essayons de nous identifier à des gens qui véhiculent d'autres valeurs. Et c'est pour ça, moi, je dis aux blacks, aux gens d'autres origines, il n'y a pas de problème. Intéressez-vous à la culture des Vikings, à la culture de nos ancêtres européens. Il n'y a pas de problème. Tu sais, la vraie culture, celle qui donne la vertu, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Les seules choses qui revendiquent une certaine morale, ce sont les religions abrahamiques. Elles sont malheureusement dogmatiques et fermées. Et ça pose d'autres problèmes, notamment la vie en harmonie dans un pays. Eh bien, ça complique fortement les choses. Et donc, je dis que c'est vraiment dommage qu'on nous propose que ça en matière de culture morale. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, intéressez-vous à la culture de vos ancêtres, quel que soit votre continent d'origine, et n'hésitez pas à faire un pas vers nous, vers la culture viking, parce que c'est une culture qui, vous allez voir, au niveau des valeurs, est forcément très proche de ce que vous avez en vous-même, et est également très proche de la culture de vos ancêtres, celle qui remonte avant les religions abrahamiques. Car vous aussi, d'où que vous veniez, vous aviez des ancêtres barbares. Qu'est-ce que c'est que ces barbares? C'est tout simplement le nom qu'on leur a donné, le nom que des empires dominateurs leur ont donné parce qu'ils refusaient de se soumettre. Ils refusaient de se soumettre à la pensée unique, mais également à l'esclavage pur et simple. Donc, barbare, en réalité, ça veut dire homme libre. Homme libre qui a ses valeurs morales, sa vertu, mais qu'on n'a pas besoin de lui imposer un dogme. Et donc, d'où que tu viennes, intéresse-toi à tes ancêtres. Nous avons tous une tradition commune qui s'appelle la tradition primordiale et qui présente l'avantage à la fois d'être moral, mais de ne pas être fermé dogmatique. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'y retrouver. Moi, je vois déjà notre culture à nous, on l'a carrément dévastée, brûlée. On a massacré des gens, on a effacé des tas de livres, brûlés. Et je vois rien que la série Viking. Pourquoi on fait passer nos ancêtres? Je suis dégoûté. Rollo, le créateur de la Normandie, s'il te plaît. Ils font passer pour un putain de violeur. Ouais, un putain de violeur, ces enfoirés. Mais pour qui ils font passer nos ancêtres? Mais à quoi ils veulent qu'on s'identifie? Regarde, un jeune Normand, il va regarder cette série. Dans cette série, les Vikings sont uniquement motivés par leurs instincts primaires. Instinct sexuel, instinct d'appât du gain. C'était pas ça du tout, les Vikings. Et c'est pour ça que je vais faire bientôt une vidéo où je vais critiquer cette série, parce qu'elle dit quand même beaucoup de conneries sur nos ancêtres. Bref, pour vous dire que déjà, nous en tant qu'Européens, on a du mal à retrouver notre vraie culture. Alors imaginez-vous qui venez de notre continent. Ça risque d'être encore plus dur. Donc maintenant que vous êtes installés là, intéressez-vous à notre culture. Je pense que pour vivre le mieux possible, c'est bien d'avoir une certaine homogénéité dans les valeurs. En tous les cas, voilà, moi je pense que c'est toujours mieux de s'identifier à des ancêtres vertueux qui avaient une haute idée de l'humanité, qui ne le voyaient pas uniquement comme un animal qui aurait besoin de subvenir à ses besoins primaires, mais qui le voyaient comme quelqu'un de plus grand, de plus beau, avec une idée de l'honneur, de la beauté morale, avec une ouverture d'esprit. Ça, je trouve que c'est de l'or. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez avoir le choix. Vous n'êtes plus obligé, comme moi à mon époque, par défaut. Je me suis identifié à cette culture de l'enrichissement personnel, du fric, du mépris de l'autre, qui était véhiculé par le hip-hop des mainstream.
Profitez que sur Internet, on a le choix. Avec l'esprit viking, je propose une alternative. Ça, c'est une chance, il faut la saisir. Parce que les mainstream, là, ils veulent quoi? Ils cherchent quoi à promouvoir ce mauvais état d'esprit? Ils veulent faire de nous des animaux ou quoi? Des bêtes? Ils veulent qu'on s'entretue, c'est ça? Sur ce, les barbares, je vais vous laisser avec le défi viking relevé par le collègue barbare, mais également avec le nouveau niveau paysan permaculteur, pour lequel j'ai fait une nouvelle cinématique qui, vous verrez, est travaillée. Hein. Il y a du sens dans cette cinématique. Hein. Le paysan permaculteur, donc nouveau niveau. Défi viking relevé, c'est tout de suite. À la prochaine et vive les anciens! Foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. On ne se convertissait pas, on préférait soit se mettre dans les forêts, soit on préférait mourir. Voilà. Donc ça, c'est la manière de penser des Vikings qui est assez particulière. La mort, ça n'est pas un poids, ça n'est pas la contradiction de la vie, c'est simplement la porte vers ce qui viendra après. Mais on conserve la vérité de ce que l'on porte en soi. Voilà, c'est-à-dire on préfère mourir que d'abjurer. C'est Socrate. C'est exactement la même chose qui s'est produite pour Socrate. On lui a dit, Socrate, soit tu abjures et tu gardes la vie, soit tu bois la ciguë. Il a dit, mais moi, pour la vérité, je bois la ciguë. Il l'a fait. Voilà, donc c'est un peu la même mentalité. On ne dira pas que Socrate était un viking, mais l'esprit était le même. Oui, voilà. C'est-à-dire, on préférait sauver les choses d'en haut que les choses d'en bas. Voilà. Ça sous-entend très fortement ceci, c'est que les vikings croyaient à une autre vie après la mort. Mais je noterai quand même que la plupart des Gaulois, quand ils allaient au combat, y allaient nus et peints de rouge et de bleu. Ah d'accord, voilà. tout nu. Voilà, entièrement nus. Comme sur certaines plages. Ouais, mais les Vikings faisaient la même chose quand ils le pouvaient. Oui, bien sûr, c'est la même tradition. Oui. On va vers la mort dans le même vêtement dans lequel on arrive à la vie. Ah, ça, oui, c'est le principe. Donc on voit qu'il y a un lien, une logique dans tout cela. Ça n'est pas des pensées ahuries de crédules et tout cela. Il y a une logique, une structure intellectuelle et morale très particulière. Ils veulent se présenter à la divinité qui les a créés en se battant pour ce qu'il y a de plus précieux selon eux, c'est-à-dire le bon, le vrai, le juste et le beau. En dehors de cela, tout cela n'est que bavardage d'humains et ça n'a pas d'importance pour eux. C'est fait pour se distraire de temps à autre. Eux, ils veulent retourner à cet endroit. Ils savent qu'ils sont transitoires sur la Terre, c'est pourquoi donner sa vie pour un principe qui les dépasse, c'est un idéal. Bon, cet idéal est quand même assez meurtrier, parce que tout le monde n'a pas le même idéal, tout le monde n'a pas le même type d'expression, mais ce qui les caractérisait, c'était la vaillance, la puissance avec laquelle ils allaient défendre l'idéal. De nos jours, ce genre de guerrier n'existe plus, pratiquement. Maintenant, l'idéal, c'est avoir la plus grosse voiture, la femme la plus belle. On ne se bat pas pour ses principes, aujourd'hui, on se bat pour le porte-monnaie. Oui, mais moi, je dirais de ces gens-là qu'on se bat pour ce qui nous manque. Alors que ce qui nous manque, c'est extérieur dans ce cas-là, alors que ce que faisait le viking et l'homme de tradition, ça n'est pas s'enrichir sur le plan matériel et réel, c'est sur le plan spirituel et la vérité. C'est surtout ça la différence. Un homme extérieur, actuellement, il va disserter des choses de l'intérieur sans les connaître, mais il va faire école. Aucun intérêt. D'accord. Il y a une chose qui
forme un terrain idéologique commun à la plupart depuis 20 ou 30 dernières années et qui est en train de se fissurer. C'est la croyance que nous vivons dans un monde de bons, que le monde est bon. Ce qui est en train d'être démenti semaine après semaine et mois après mois très durement. Mais on a vécu dans cette idée la fin de l'histoire, le monde va vers la paix générale, vers la démocratie planétaire, etc. Et on a vécu dans un second mensonge qui, je crois, est lui aussi en train de se révéler avec dureté et qui va énormément peser sur les échéances électorales à venir. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous sommes tous des hommes et des femmes d'histoire, de culture, indéfiniment plus déterminés par cette histoire et par cette culture que nous le voulons. Et c'est peut-être d'ailleurs quand nous les nions, quand nous voulons les oublier, que nous sommes plus déterminés par elles. Ça a été quoi le grand mensonge idéologique européen et particulièrement français, je dois le dire, et je le répète, droite et gauche confondues. Il a été admirablement résumé par cette interpellation que j'ai eue à la fin d'une conférence récente. J'étais devant un parterre de cadres d'entreprise à Paris et j'intervenais de manière plus polémique qu'ici sur ces sujets de la frontière des limites. Et une jeune femme DRH d'une grande boîte du CAC 40 m'a dit tout ce que vous dites me trouble, je voudrais vous raconter l'expérience récente. Je suis dans une région proche de Paris où on a choisi de scolariser ma fille, ça ne va pas sans difficulté, mais par conviction, de la scolariser dans l'école publique. Elle a 12-13 ans et elle est dans une école où maintenant nombre de ses copines de classe arrivent voilées. Elles sont musulmanes, elles portent le voile. Et donc elle est venue un soir un peu toute troublée en disant, parler avec elle, elle me dit « Mais toi, t'es quoi? Toi, tu portes pas le voile, tu n'as aucun signe. Toi, tu es quoi ?» Et donc cette jeune femme de me dire, on s'est parlé avec son père, elle me dit « Ma chérie, on va te répondre, qu'est-ce qu'on va lui dire ?» Et on l'a prise et on lui a dit « Écoute, on va te dire, c'est simple, nous, on n'est rien. » Ce rien, ça a été le fruit de toute une élaboration politique et idéologique qui dit que l'espace public doit être vide et qui dit que nous, Européens, serions infiniment capables de toutes les différences individuelles, mais que le collectif devait être un collectif marqué par rien. Aucune marque de distinction, aucune marque d'appartenance, aucun signe religieux, aucun signe politique, rien dans l'espace public. Nous serions habités par le rêve du rien. Je le dis très simplement comme je le vis dans le reste des pays du monde, ça ne marche pas longtemps, on ne peut pas être rien. Nous sommes des femmes et des hommes de quelque chose, nous sommes habités par des croyances, par des valeurs, par des traditions, par une histoire, et c'est quand on veut les oublier qu'elles se ramènent le plus violemment à nous. Et je vais vous le dire tout net, j'ai une inquiétude politique actuellement en Europe, c'est qu'avec d'autant plus de violence, on veut nier que nous avons des singularités et nous avons une identité dont nous pouvons être fiers. Nous sommes travaillés par une histoire, par des croyances, par des valeurs qui nous sont propres et qui ne font pas de nous des Chinois ou des Américains comme les autres. Eh bien, avec d'autant plus de violence, on a voulu dire non, on n'est rien. Avec d'autant plus de violence, tout ça va revenir. Et je pense que ça va être un des grands défis politiques des années à venir. Il faut que nous arrêtions de nous voiler la face et de nous raconter des histoires. Les hommes et les femmes ne vivent en confiance que quand ils sont parmi les mêmes, à l'intérieur d'une frontière, la frontière qui permet de repousser les insécurités, les peurs et les menaces à l'extérieur, et on ne vit pas bien quand on ne sait pas où on est, de qui l'on vient et où l'on va. Je crois malheureusement que c'est l'apesanteur de la situation politique européenne, et je suis certain que le grand chantier politique de tous les élus et tous les dirigeants européens dans les années à venir, ça va être d'y répondre très vite. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de rien, et je dois avouer que la réponse de cette jeune femme DRH, par ailleurs intelligente et sensible, a absolument glacé tous les participants à la réunion.